La Elbe et l'IEX présentent le MAG des libertés. Bonjour à toutes et à tous, on est à Tour et Taxi pour ce deuxième MAG des libertés. On n'est pas bien ici, Mia? Alors nous Léa, franchement, on est en luxe. Mais les étudiants de l'IEX et la Elbe, eux par contre, ils ont été se coucher tard hier soir pour vous fournir un MAG de qualité. Mais qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? On débute ce MAG avec une interview de Deborah Brosto, une philosophe qui nous parlera des émotions en temps de guerre. Ensuite, on parlera des personnages incontournables de ce festival, les techniciens, métier dans l'ombre, mais la clé pour un festival réussi. Et en fin de magazine, on vous emmènera danser au concert du français Bigarrenx et le moins que je puisse vous dire, c'est qu'il a mis l'ambiance. Et on commence tout de suite avec un reportage sur une pièce de théâtre. Justice, c'est un sujet d'actualité signé Anouk et Alicia. Point d'actu. Un des temps forts de cette journée de festival, c'était la pièce Justice, mise en scène par Clément, Papa Christou. On y rencontre Laure et Vincent, artistes peintres atteints de trisomie 21, qui veut avoir plus de liberté et de responsabilité. Et le rôle, le personnage de Justice, c'est Vincent, je joue le rôle. Vincent raconte son histoire à lui, comment lui, il est un handicap. Moi, je sens très bien sur scène et je donne la pêche au plateau. Et je sens beaucoup d'humour vers les gens et sur scène aussi. Pour l'aider dans son rôle, il est soutenu au quotidien par Valentine, son accompagnatrice. L'intitulé, c'est de l'accompagnement à la fois quotidien, ce qu'on dit humain, et artistique. Donc au quotidien, par exemple, le mois dernier, je vivais avec Guillaume dans un appartement à côté du théâtre. Et pendant les répétitions, pendant les pauses, vérifier si les textes sont captés, peut-être retravailler des textes ou trouver des mots peut-être qu'eux préfèrent ou des choses comme ça. Dans cette démarche d'inclusion, l'écriture a été un dialogue entre le metteur en scène et ses acteurs, rendant la mise en scène flexible et participative. Il a écrit avec moi, et Marie aussi, avec moi. Il a écrit l'histoire-là ensemble. On a demandé l'avis des gens sur la participation d'acteurs handicapés au théâtre. Oui, je pense qu'il faut plus d'ambition de ce côté-là et que c'est chouette que ça existe et que le Festival des libertés le permette. En tout cas, c'est un bon point. Le théâtre est censé représenter le monde, donc moi je pense que c'est une initiative essentielle. Bah ouais, il faut plus encore. À la sortie de la pièce, les avis sont unanimes. C'est formidable comme la culture peut faire passer des messages tant fondamentaux pour le respect des personnes, de chacun, chacune dans une société. C'était très puissant. Très bien, très bien. Très bien. Très bien joué. Oui, je joue bien. Aussi, je trouve qu'il y a un bel échange et tout ça, c'est vraiment bien. Nous aussi. Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur ça, sur le fait qu'en fait le besoin d'autonomie est hyper important pour eux. J'ai trouvé ça incroyable. On vit vraiment toutes ces étapes avec les personnages et ça transmet un vrai message et on ne s'ennuie pas. En plus, c'est drôle, on rigole, on pleure, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment super réussi. En bref, Guillaume a réussi sa mission. Pour moi, le message que je vais passer, la joie et l'amour. Vous commencez à comprendre notre émission. Chaque jour, on rencontre des personnalités présentes au festival. Pour débuter ce MAG, ce sera Deborah Brosto, philosophe, et elle est au micro de Nathan. Libre d'en parler. Bonjour Deborah Brosto. Bonjour. Vous êtes philosophe, mais aussi autrice du livre Les désirs guerriers de la modernité. Vous avez participé au débat Les droits et les diplomaties des armées. Comment s'est déroulé ce débat? Quel est votre ressenti? Je pense que ça s'est bien passé. Après, ce serait au public de répondre. C'était intéressant parce que donc, on sait bien qu'on est dans un moment de crise aussi de nos institutions, du droit international. On a l'impression que voilà, on manque de levier, que ce soit par rapport au génocide en cours à Gaza, que ce soit par rapport à la guerre en Ukraine. Et c'était intéressant aussi parce que donc il y avait un juriste en droit international qui s'appelle Olivier Courtenne, qui lui en fait remettait les choses sur la table en disant en fait ce qui est possible aujourd'hui avec le droit qu'on a. On avait aussi un militaire qui s'appelle Jean Marcia qui lui défend en gros une armée européenne qui soit plus efficace. Et donc c'est quelqu'un qui
d'après moi, reste dans l'idée que pour construire un monde plus sûr, il faut des moyens militaires plus puissants, avec quoi moi j'étais en désaccord parce que je pense que fondamentalement, le militarisme, ce n'est pas la solution pour construire une paix véritable. Mais comme c'est des débats dans lesquels on est tout le temps, c'était important qu'ils aient lieu à cet endroit-ci. Okay. Et vous dites dans vos écrits que l'envie de faire la guerre, c'est un peu subconscient. Est-ce que certains ont une fausse idée, ont un peu un imaginaire vis-à-vis de tout ce que la guerre représente? Ce sur quoi j'ai travaillé, c'est le fait que la guerre peut être aussi un objet de fascination. Ce qui est important, c'est que cette fascination, elle n'est pas justement liée à la nature humaine ou un truc super général, mais c'est lié à toute une histoire. Et donc, les désirs, quand je parle de désir guerrier, pour moi, c'est pas quelque chose qui serait de l'ordre d'un inconscient immuable auquel on n'aurait pas accès, mais c'est aussi une politique des affects et des désirs. Ça passe par le langage, ça passe par des esthétiques, les films, toute une culture de la guerre qui imprègne nos sociétés. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi dans l'idée que ces désirs, ils peuvent être transformés, qu'il y a des désirs de paix qui sont aussi présents. Alors le débat, il s'est centré autour de la diplomatie des armées. Est-ce que, avec les sentiments humains comme la peur, la fierté, la honte et on en passe, est-ce que cette diplomatie des armées sans ego est vraiment possible? Il faut voir ce qu'on entend par là. En tout cas, je dirais qu'on ne peut pas s'arrêter à l'idée que le sort de populations entières telles que les Palestiniens est entre les mains simplement des hautes instances du pouvoir et que tout ça serait de l'ordre d'un jeu strictement institutionnel. Donc je pense que quand on parle des affects aussi en temps de guerre, ça pose aussi la question de comment nous, on est impliqués dans ces dynamiques, parfois dans des logiques de complicité, mais aussi dans des logiques de résistance. Et c'est pour ça que cette question des affects, elle implique de reposer la question du pacifisme et de la paix au niveau de nos collectivités, de la manière dont nous, on peut résister à ces violences. Alors, merci Déborah Brosto pour cette interview. Je vous souhaite un très bon festival. Merci à vous. Une des problématiques traitées lors de ce festival concerne les droits des personnes LGBTQIA+. Le documentaire J'en suis, j'y reste de Marine Place s'intéresse au centre de Lille qui accueille des personnes ayant fui leur pays à cause de leur orientation sexuelle. Camille est en compagnie de la réalisatrice. Marine Place, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé un documentaire sur des personnes qui ont dû fuir leur pays d'origine à cause de violences homophobes et transphobes. Comment est-ce que vous êtes intéressée à ce sujet? Alors c'est une longue histoire parce que déjà j'ai un parcours dans le documentaire où j'ai fait plusieurs films autour de la demande d'asile et des personnes réfugiées. J'ai aussi été, je suis très sensible à la notion d'accueil. Et puis un jour dans une Pride, j'ai croisé des demandeurs et demandeuses d'asile avec le drapeau, le drapeau LGBT et du centre LGBTQIF de Lille. Et j'ai compris, je crois, à ce moment, qu'on pouvait demander l'asile pour cette raison. Et j'imagine que pour eux, ça doit être un sujet compliqué pour se livrer à ce sujet-là. Comment est-ce que vous avez fait pour gagner leur confiance? Alors, c'est une question de temps. D'abord, c'est vrai que je n'utilise pas vraiment gagner la confiance parce que je gagne rien. C'est comment on fait un film ensemble sur un sujet important. Donc, c'est le temps passé avec eux et avec elles qui fait qu'on s'habitue à la caméra et que la caméra devient quelque chose qui est là, qui ne disparaît pas. Voilà, c'est le temps passé. Et combien de temps avez-vous passé là-bas, à ce centre? J'ai passé 3 ans. Et avec vos documentaires, est-ce que vous voulez faire changer les choses? Vous voulez faire changer les mentalités, les regards ou les politiques actuelles? Ah oui, bien sûr, je veux faire changer la politique actuelle, ça c'est bien sûr, j'aimerais. Je ne sais pas si un film a ce pouvoir, mais j'espère qu'il a le pouvoir de toucher déjà des gens pour déjà changer les regards sur des gens dont on parle peu. La France dit « vous devez repartir en Italie ». Là, vous aviez eu 2 semaines pour avoir un avocat. I want to follow my dream, get my future. The question is to start study. You need a right to be somewhere. Et vous, professionnellement, qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, en fait, c'était un petit défi, ce film, parce que c'était dans un espace très petit, ou quasiment tout se passe dans ce centre, et la plupart des
des échanges dans un espace, dans un couloir. Donc j'ai filmé la majorité, tout en fait. Et parfois même j'ai pris le son en même temps. Donc c'était un petit défi technique pour être à la fois présente humainement et comme à la table avec les gens, et à la fois gérer tout l'aspect technique. Ton récit d'asile, tu commences à y réfléchir? Oui, c'est au bouillon. Au brouillon. J'ai commencé à écrire, mais pas tout. D'accord. Il faut mettre chaque mois sa place, c'est ça, c'est doucement. Personnellement, je dirais que c'est un film qui m'a bouleversée, vraiment, qui m'a travaillé personnellement, puisque je suis lesbienne et que comment dire ça, il y avait vraiment un renvoi à comme un effet miroir. Et moi, si j'étais dans ce pays et qu'on m'acceptait pas, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions, et je vous souhaite un très bon festival. Merci. Un événement comme celui-ci, ça demande énormément d'organisation. Et oui, Léa, budget, transport, invités, planning, tout est calculé au millimètre près. Que ce soit avant ou pendant, le festival a besoin de énormément de gens. Joséphine, Célia et Ethan sont partis à la rencontre des techniciens sans qui rien ne serait possible. On se regarde ça. Derrière le rideau. En fait, il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi ces grosses machines? Et il y a quoi là en dessous? Et c'est qui a installé ça? Et comment ça marche? Oula, c'est quoi ce truc? Je pige rien. Ok, il doit sûrement y avoir des gens par là-bas. Ah, mais voilà ce qu'il me fallait! Je vais demander à la personne qui gère ce micro. Alors, moi, je m'appelle Guillaume Pellier et je suis ingénieur du son avec l'équipe de Bigaranx. Stereo motherfucking delay. En fait, je m'occupe de recevoir les sources qui viennent de la scène, là, juste derrière vous. Je les mixe pour que ça sonne à peu près bien, en tout cas selon les goûts de chacun. Et je diffuse dans la salle. Ah oui, Tap Tempo Rack 1. Mais il se passe aussi un truc avec les lumières. Moi, c'est Colline Burlot. Je suis du coup éclairagiste de spectacle en général, surtout pour du concert, et là, pour Bigaranx. J'envoie des flashs, des strobes, des effets qui sont au bon rythme. Et puis du coup, je dispose tout un peu comme je veux. Ok, donc il y a le son, il y a la lumière, et il y a aussi les gens qui gèrent l'installation de la scène, en fait. En gros, on fait le montage et le démontage pour n'importe quel événement. Donc ça peut être de la scène, le son, la lumière, tout ce qu'il y a sur un spectacle. Et donc on aide les techniciens à tout installer. Si vous n'avez pas de gens comme nous de Stagehand, il n'y a pas de concert, ou alors les techniciens et les artistes doivent tout faire eux-mêmes. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres techniciens dont on n'a pas parlé. Et ils sont tout aussi importants. Sans eux, il n'y a pas de spectacle. Et puis, ils ont l'air de bien se marrer. Ok, donc maintenant, prochaine question. Il est où le bar? Une des valeurs importantes du festival sont les droits humains. Ça se transmet dans les débats, les pièces de théâtre et les documentaires. La sélection est donc minutieuse et elle a notamment été faite par Olivier Conradi. Il répond aux questions de Marie. Bonjour Olivier Conradi. Bonjour. Vous êtes un réalisateur très engagé dans les questions des droits humains. Et aujourd'hui, vous êtes responsable de la communication de Bruxelles Laïque. Et vous faites également partie de l'équipe de sélection des documentaires tout au long du festival. Comment se déroule la sélection? On est 3 à avoir vu le film et à en parler en comité. Flora et moi, et une personne en tournante. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que ça a été vraiment ça tout au long de la sélection des documentaires? Alors, on sélectionne 20 films, ouais. dont 15 sont en compétition et 5 sont hors compétition. Et pour faire ça, on en regarde, on va dire, plus ou moins 150. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a fait notre sélection, on est un peu avant l'été. Et en fait, les films sont des premières en Belgique. Et du coup, quand on envoie un message au film pour dire, voilà, vous avez été sélectionné, il arrive que ce film ait en fait une autre date festivalière, voire une sortie télé, qui du coup nous empêche de la voir. Et évidemment, c'est souvent les meilleurs films qui ont beaucoup
de demandes et un agenda très serré sur leur diffusion. Et donc on en perd 2, 3 qui en général étaient des perles pour nous dans la sélection, dans le processus. On parle beaucoup de critères et des sélections, mais est-ce qu'on sait réellement pourquoi est-ce que le public vient? Alors sur le pourquoi le public vient, on a un sentiment un peu de chance. Enfin, ça fait plus de 20 ans que le festival existe et le public est au rendez-vous. Donc là, on est assez content pour la participation. Et malheureusement, je pense que vu le type de films qu'on diffuse et les documentaires, je crois que les gens s'informent de ce monde qui n'est résolument pas encore équitable de plein de façons et que les sujets de documentaires invitent à être là. Parler de Festival des libertés, c'est aussi parler de culture. Et on a remarqué récemment que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé des coupes budgétaires sur la culture. Mais est-ce un danger pour la culture en général et le Festival des libertés? Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont négatives pour le soutien aux associations et tout ça. Est-ce que Bruxelles Laïque et le Festival des libertés seront touchés par ça? Point d'interrogation. Pour le moment, moi en tout cas, je ne serais pas habilité à répondre à ça, mais c'est vrai qu'on vit des temps un petit peu sombres par rapport à l'associatif. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon festival. Merci beaucoup. Avant de vous lancer dans la fosse pour le concert de Bigarrenx, je vous propose de vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous l'aurez compris, place au focus du jour et il est signé Jules et Marie. Tu as peut-être déjà entendu ça. Ça. Ou ça. Derrière cette voix qui rappelle parfois Bob Marley se cache un enragé du reggae, Bigarrenx. Gabriel Piotrowski, de son vrai nom, est né à Tours en 1988. Influencé par la soul jamaïcaine, il débarque dans le monde du sound system à seulement 14 ans. En fait, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir le reggae avec des groupes comme UB40 ou Bob Marley. Il crée son propre style, le vapor dub. Un mix de sons lofi, de techno moderne et d'écho qui donne une vibe planante à ses morceaux. Après, moi je me considère pas franchement 100% reggae, tu vois, ne serait-ce que par respect aux gens qui font du reggae pur. En 2004, avec son frère Gigi Attili, il fonde le collectif Bandalero Sound System. Puis en 2008, il fait le buzz avec un freestyle aux côtés du chanteur jamaïcain Joseph Cotton, qui le surnomme plus tard Ranks. C'est le début de son entrée dans la cour des grands. En 2011, il sort son tout premier album, On Time. À partir de là, tout s'enchaîne, concerts, festivals, collaborations. Bigarrenx s'est vite fait une place dans le reggae français. Mais il ne s'arrête pas à la musique. Il touche aussi à l'art visuel, comme la peinture et le collage, qu'on retrouve même dans ses morceaux. La vie te prend du mauvais côté. T'as plus les pieds sur terre, on va te remporter. Le skateboard fait aussi partie de son univers. On le voit souvent sur sa planche dans ses clips. Bigarrenx, c'est bien plus qu'un musicien. C'est un artiste complet qui mélange son, image et culture urbaine. Je t'ai demandé zéro denier pour tous les kids de la... On espère que cet avant-goût vous aura plu et que vous captez un peu plus les vibes de l'artiste. Il est français en pleine effervescence et c'est son reggae, vous allez le voir, sont vraiment uniques. Ce n'est pas seulement un artiste, mais l'ambiance à lui tout seul. On vous laisse maintenant avec Jules et Marie qui vont vous emmener en immersion dans l'univers de Bigarrenx. Libère les watts. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile qui aimerait voler toute la nation. Quand tu dis du mal de moi, t'aimerais
Bigarance a enflammé la scène hier au Festival des Libertés. Un événement qui a ravi plus d'un, des fans confiants et impatients. C'est un moment à ne surtout pas rater pour eux. C'est Bigarance, quoi. Je veux dire, Bigarance, ça se rate pas. C'est un artiste incroyable. Franchement, c'est un phénomène. Mes potes sont venus avec parce que Bigarance, on ne le rate pas. On l'a vu une fois et on l'apprécie et on peut le revoir encore autant de fois. Au début, on écoutait que du reggae jamaïcain et puis petit à petit, on s'est ouvert au reggae français. On a découvert sa musique et on a vraiment accroché. Et depuis, on écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au-delà de son travail, c'est un artiste qui reste gravé dans les mémoires. Il captive de par sa générosité, en témoignent ses fans. J'ai 4 heures de route pour voir ça, mais j'ai pas été déçu. C'est énorme. Son jeu de scène, le fait qu'il se donne pour son public, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Un tel renouvellement sur ses chansons, il emmène toute la foule et on a passé un vrai moment de concert, c'était génial. Je recommande à tous les gens qui hésitent d'aller le voir parce que c'était top. On perd le nord dans leur guerre east-ouest. Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Ouais, le monde est beau et celui-là c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes points. C'était plus qu'un concert, c'était un moment de partage entre l'artiste et son public. Comme tous les jours, on a donné la parole aux participants du festival. On le sait, cette année, le dialogue a été mis en avant. Issé et Élise leur ont donc demandé un mot qui collait à ce thème. J'ai choisi le mot 2 parce que sans 2 personnes, pas de dialogue, on ne va pas parler tout seul. Sans écoute, il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a rien qui rentre dans la tête. La patience, c'est nécessaire pour à la fois être bienveillant, pouvoir écouter et accueillir l'autre. Ça peut être utile de faire appel à des personnes extérieures pour nous aider à parler. 6 ou le chiffre 9, qui est en fait exactement la même chose. La seule chose qui va être différente selon le point de vue depuis lequel on le regardera. Je pense que la base pour pouvoir communiquer avec n'importe qui, c'est pouvoir respecter l'autre et se respecter soi. Un moment où on peut partager, on peut échanger des choses, peut-être que le savoir ou tout simplement des anecdotes. Creo que lo que más falta hoy en día es el diálogo. Le MAC des Libertés, c'est déjà fini. Mais surtout pas de panique parce qu'on se retrouve déjà demain pour une nouvelle journée de festival. Avec un nouveau duo de présentateurs, donc soyez au rendez-vous. À demain.